Ma femme a disparu après l'anniversaire de son collègue. Ce que j'ai découvert le lendemain m'a anéanti. Je ne m'attendais pas à recevoir un message d'un inconnu à 3h12 du matin, mais c'est ce qui est arrivé. C'était une photo, floue, prise sous la faible lueur d'un lampadaire. La mise au point était mauvaise, mais je les ai reconnus instantanément. C'étaient ses chaussures. Les talons rouges à lanière qu'elle ne portait que pour les soirées spéciales. Celles qui, un jour, lui avaient donné l'impression d'être l'héroïne de l'histoire. Et elles étaient là, abandonnées, juste devant l'entrée d'un hôtel que je ne reconnaissais pas. Sans contexte, sans message, juste l'image envoyée d'un numéro que je n'avais pas enregistré. Je l'ai fixé pendant une bonne minute, mes doigts figés au-dessus de l'écran. Puis, enfin, un deuxième message est arrivé. Désolé, mon frère. Elle les a laissés à l'arrière de ma voiture. Je pensais que tu devrais savoir. Ma gorge s'est asséchée. J'ai demandé, où l'avez-vous déposé? Aucune réponse. J'ai appelé le numéro. Directement sur la messagerie vocale. Soyons clairs. Elle était censée être à la maison depuis des heures. Elle m'avait dit qu'ils allaient juste à un dîner d'anniversaire rapide pour l'un de ses nouveaux collègues. Même pas de verre, avait-elle dit. Juste des sushis et des rires. De retour pour 22h. Je me souviens de la façon dont elle avait prononcé cette dernière partie, comme si elle était offensée que je puisse même envisager de lui demander quand elle rentrerait. Comme si l'idée que j'ai besoin d'être rassuré était pathétique. J'aurais dû me méfier. Quand minuit est arrivé et qu'il n'y avait toujours aucun signe d'elle, j'ai envoyé un texto, puis j'ai appelé, puis j'ai à nouveau envoyé un texto. Rien. J'ai fait les 100 pas dans le salon pendant des heures, répétant des excuses en son nom. Peut-être que quelqu'un avait un pneu crevé. Peut-être que son téléphone était mort. Peut-être qu'elle était sortie après le dîner et avait oublié de donner des nouvelles. Peut-être qu'elle ne voulait pas me réveiller. Mais les chaussures ont tout changé. J'ai ouvert notre application de localisation partagée, que nous prétendions tous les deux ne pas consulter. Rien ne s'affichait. Elle avait été désactivée. À 3h24 du matin, je lui ai envoyé un message. J'ai reçu une photo d'un chauffeur. Tes chaussures sont devant un hôtel. Est-ce que ça va? Aucune réponse. À 4h09 du matin, elle a finalement répondu, longue histoire. Je vais bien. S'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. J'expliquerai demain. Pas de ponctuation, pas d'excuses. Pas de « je t'aime ». Juste ça. Et vous savez le plus fou? Elle n'est pas rentrée à la maison. Quand le soleil s'est levé, j'étais toujours complètement réveillé, assis au même endroit sur le canapé où j'avais passé toute la nuit, fixant mon téléphone comme s'il allait tout résoudre pour moi. Son dernier message tournait en boucle dans ma tête. J'expliquerai demain, mais demain était là, et elle non. Je ne voulais pas être ce mari, le paranoïaque, celui qui accuse et suppose. Mais je ne pouvais plus l'ignorer. L'hôtel sur la photo avait un nom. On pouvait à peine le distinguer sous la lumière au-dessus de l'entrée. Eastbridge Suite. J'ai cherché. 3 étoiles. Milieu de gamme. Le genre d'endroit que l'on réserve quand on veut de l'intimité sans question. Assez proche des bars du centre-ville, mais juste assez éloigné pour être discret. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine lorsque j'ai composé le numéro de la réception. Eastbridge Suite, Marcy à votre service. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai essayé de paraître calme, mais ma voix s'est brisée au milieu du mensonge que j'avais répété. Bonjour. Je pense que ma femme séjourne peut-être chez vous. Son nom est Lena Harper. Je n'arrive pas à la joindre et je suis juste inquiet. Je pense qu'elle a laissé son téléphone dans un Uber. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Je l'ai imaginé consultant une liste de clients. Puis elle a prononcé les mots que je n'oublierai jamais. Monsieur, je suis désolé, mais nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer si quelqu'un séjourne ici en raison de nos politiques de confidentialité. Bien sûr, je savais qu'il dirait ça, mais la façon dont elle l'a dit, il y a eu une hésitation, une lueur de quelque chose dans sa voix, presque comme si elle voulait en dire plus, comme si elle savait exactement de qui je parlais. Alors, j'ai changé de tactique. Je comprends, ai-je dit. Mais est-ce que quelqu'un s'est enregistré la nuit dernière vers 2h du matin? Peut-être sans bagage, portant des talons rouges. Une autre pause, une respiration, puis,
Je suis désolé, monsieur. Je ne peux vraiment pas donner cette information. Mais elle n'a pas raccroché. Ce silence m'en a dit plus que les mots n'auraient jamais pu le faire. J'ai mis fin à l'appel et je suis resté assis, stupéfait. Mon esprit était envahi d'images que je ne voulais pas voir. Je n'arrêtais pas de me demander, que pouvait-elle bien faire dans un hôtel si tard? Pourquoi mentirait-elle? Pourquoi ne rentrerait-elle pas à la maison? Et le pire, le silence ne venait pas seulement d'elle. Il se propageait comme un brouillard dans chaque partie de ma vie. Pas de texto, pas d'appel, pas d'explication. À 9h37 du matin, elle a finalement franchi la porte d'entrée, les cheveux détachés, la même robe noire de la veille, un sac de course froissé à la main avec ce qui ressemblait à un sandwich pour le petit déjeuner et une bouteille de jus. Elle avait l'air fatiguée, pas coupable, pas paniquée, juste émotionnellement vide, comme quelqu'un qui aurait conduit pendant des heures dans le désert sans musique. Je n'ai rien dit au début. Je voulais, mon Dieu, j'en avais besoin, mais tout ce que je pouvais faire, c'était la regarder enlever ses chaussures sur la paire de rechange, pas les rouges et marmonner quelque chose à propos de la circulation. Elle n'a même pas demandé si j'allais bien, n'a pas demandé si j'avais dormi, elle est juste passée devant moi et a disparu dans la salle de bain. Je suis resté là, dans le couloir, à regarder la porte fermée, à écouter l'eau couler, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la photo du chauffeur Uber et le fait qu'elle n'ait jamais demandé comment je savais où elle avait été. Elle n'a pas demandé parce qu'elle savait déjà qu'elle s'était fait prendre. Elle est allée se coucher sans dire un mot. Elle s'est simplement glissée dans le lit vers 10h30 du matin comme si de rien n'était, comme si elle ne s'était pas volatilisée pendant toute une nuit. Je suis resté assis dans le salon, complètement immobile, écoutant le bourdonnement sourd du ventilateur de la salle de bain qu'elle avait oublié d'éteindre. Mon cœur n'avait pas cessé de battre à tout rompre depuis le moment où elle était entrée. Et alors que j'étais là, à fixer la porte fermée de notre chambre, un calme étrange m'a envahi. Pas le genre paisible, mais le genre engourdi. Le genre que l'on ressent juste avant que quelque chose ne se brise en vous. Vers midi, alors qu'elle dormait encore, j'ai décidé de faire le ménage. Non pas parce que la maison était sale, mais parce que j'avais besoin de faire quelque chose, n'importe quoi. Mes mains tremblaient, mon cerveau hurlait, et je ne pouvais plus rester assis. J'ai donc commencé par la cuisine, j'ai essuyé les comptoirs, réorganisé le porte-épices, jeté les vieux fruits du bol. Puis, je suis passé à la chambre. Elle dormait profondément, recroquevillée sous la couverture, respirant doucement comme si elle n'avait aucun souci à se faire. C'est là que j'ai remarqué le panier à linge qui débordait, intact depuis avant l'anniversaire d'Omar. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai soulevé le couvercle et j'ai commencé à sortir les vêtements lentement, un par un. Au début, c'était juste les choses habituelles. Des leggings, des chaussettes, certains de mes polos de travail. Mais ensuite, tout au fond, caché sous un sweat à capuche froissée, j'ai trouvé quelque chose qui n'avait rien à faire là. Un t-shirt d'homme. Pas le mien. Gris, délavé, trop grand pour elle, trop long aux manches. Il sentait légèrement l'eau de Cologne. Quelque chose d'épicé, d'agrumes, de chair, rien que je ne porterai jamais. Rien qu'elle ne porterait non plus. Je l'ai tenu dans mes mains pendant un long moment, le fixant comme s'il allait s'expliquer de lui-même. Il ne l'a pas fait. Pas d'étiquette, pas de logo, juste ce léger parfum étranger et un motif de pli qui indiquait qu'on avait dormi avec récemment. Je l'ai porté à mon nez, j'ai inspiré lentement. L'odeur était vive, inconnue et intime. Je savais que ce t-shirt avait été porté par quelqu'un d'autre, quelqu'un dont elle avait été assez proche pour ramener ses vêtements dans notre maison. Je voulais hurler. Au lieu de ça, je suis resté là, le cœur battant, essayant de me convaincre que peut-être qu'elle l'avait emprunté à quelqu'un d'autre au bureau. Peut-être qu'elle avait renversé quelque chose et avait dû se changer. Peut-être que cela ne signifiait rien. Mais il y avait autre chose. Nichée dans la poche latérale du jean qu'elle portait la veille, enfoncée si profondément que j'ai failli la manquer, se trouvait une serviette de cocktail pliée en deux. Pas de logo, juste une seule ligne écrite à l'encre bleue et grasse. Tu m'as fait oublier les règles. C'était tout. J'ai regardé ces 6 mots comme s'ils étaient une malédiction. Mes mains se sont remises à trembler. Ma bouche est devenue sèche. Je ne me souviens même pas combien de temps je suis resté là, au milieu de la pièce, tenant cette serviette et le t-shirt de cet inconnu. Tout ce que je sais, c'est que le poids de ces 2 objets m'a frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. Parce que ce n'était pas innocent.
Ce n'était pas juste des vers. Ce n'était pas un malentendu. C'était autre chose, quelque chose de réel, et quelque chose qu'elle me cachait. Quand elle s'est finalement réveillée 1 heure plus tard, j'avais déjà remis la serviette et le t-shirt exactement là où je les avais trouvés. Non pas parce que j'essayais de la protéger, mais parce que j'avais besoin de temps pour réfléchir, de temps pour comprendre avec qui j'étais réellement marié. Elle est entrée dans la cuisine en se frottant les yeux, bâillant comme si elle revenait d'un long voyage en voiture au lieu d'une nuit à l'hôtel. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé, comme si c'était moi qui agissais bizarrement. Et tout ce que j'ai pu dire, c'est « oui, juste fatigué ». Mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas juste fatigué. J'étais en train de perdre pied. Je ne pouvais pas arrêter de penser à la serviette. « Tu m'as fait oublier les règles. » Cette seule phrase m'a hanté le reste de la journée. Chaque fois que je clignais des yeux, je la voyais. Encre bleue, écriture précipitée, pas de signature. Je n'arrêtais pas de me demander quelles règles et qui les lui avait fait oublier, et plus important encore, combien de fois s'en était-elle souvenue depuis. Léna est retournée au travail comme si de rien n'était. Elle est partie ce lundi matin en portant le même blazer qu'elle mettait toujours pour ses réunions avec les clients, m'a embrassé légèrement sur la joue et a dit « Dînons ensemble ce soir, juste nous deux ». Sa voix était douce. Trop douce. Comme si elle essayait de devancer une conversation qu'elle savait que j'avais trop peur d'entamer. J'ai hoché la tête, lui ai dit d'accord, et je l'ai regardé s'éloigner par la fenêtre du salon, comme un fantôme quittant sa propre histoire. Dès qu'elle est partie, je suis allé directement à son bureau dans le coin de la salle à manger. Elle utilisait rarement son ordinateur portable personnel pour le travail. Tout se passait sur le Mac fourni par l'entreprise, mais cet ordinateur portable était mon dernier espoir. Si je ne trouvais rien, je serais forcé d'accepter l'alternative, que tout était dans sa tête, son cœur et ses messages textes, et que tout cela m'était inaccessible. À ma grande surprise, elle n'avait pas changé son mot de passe. Toujours le même, la date de naissance de notre chat, Peanut. Peanut 2017. J'ai ri quand ça a fonctionné. C'était le genre de rire qui vous fait mal au ventre, comme si votre corps se moquait de vous pour avoir gardé espoir. Son bureau était propre, étrangement propre. Quelques PDF, de vieilles photos de vacances, un dossier fiscal de l'année dernière. Pas de documents Word, pas de secrets évidents, mais j'ai ouvert le navigateur et c'est là que les vannes se sont ouvertes. Dans son historique, il y avait des visites de lieux que je ne reconnaissais pas. D'abord, un restaurant dont je n'avais jamais entendu parler. Linden & Pin, un bar de jazz moderne en centre-ville avec à peine une enseigne, le genre d'endroit dont on n'entend parler que par quelqu'un de bien informé. Puis il y a eu une recherche Google sur « Comment faire des réservations d'hôtels sans pièce d'identité ». Celle-là m'a glacé le sang. Mes doigts planaient au-dessus du trackpad. J'ai cliqué sur les entrées suivantes. Des sites de téléphone jetables, des applications de numéros temporaires. Puis une visite sur un blog intitulé « Règles pour les liaisons au travail et comment ne pas se faire prendre ». Je n'invente rien. C'était le titre exact. Mon estomac s'est retourné. Elle avait cliqué dessus. Elle l'avait lu. Elle avait même sauvegardé le lien dans ses favoris. Il était enfoui dans un dossier appelé « Inspo », comme s'il s'agissait d'une recette ou de vacances de rêve. J'ai ouvert le blog. J'ai lu chaque mot. Chaque règle était pire que la précédente. Comment garder son histoire cohérente? Comment choisir les hôtels? Comment ne laisser aucune trace? Comment cacher les choses à la vue de tous? Et au milieu de la page, c'était là. Règle numéro 7. Ne jamais laisser de notes écrites. Si vous devez le faire, détruisez-les immédiatement. Sauf que quelqu'un n'a pas détruit la note. Cette serviette n'était pas censée exister. Elle n'était destinée à être vue par personne, mais elle était passée entre les mailles du filet et maintenant, elle brûlait un trou dans mon univers. J'ai imprimé l'article de blog, chaque page, et j'ai surligné la partie sur les notes écrites. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être avais-je besoin de preuves physiques pour me rappeler que tout cela n'était pas dans ma tête, que je ne perdais pas pied pour rien. Quand Léna est rentrée ce soir-là, j'avais déjà déchiqueté la serviette et caché le t-shirt de l'inconnu dans une boîte à chaussures sous mon côté du lit. Non pas parce que je la protégeais, mais parce que je n'étais pas prêt pour la confrontation. Pas encore. Pas avant d'avoir compris toute l'étendue de la trahison. Au dîner, elle a souri de l'autre côté de la table, m'a dit que ça lui manquait, juste nous deux.
Elle a fait une blague sur le fait que le travail l'épuisait et que nous devrions bientôt prévoir une escapade d'un week-end. J'ai hoché la tête, souri, mangé les pâtes qu'elle avait ramenées, et pendant tout ce temps, la copie de cet article de blog reposait tranquillement dans le tiroir de mon bureau, dans la pièce d'un accent grave côté. Cette nuit-là, je n'ai de nouveau pas pu dormir. Mais cette fois, je n'étais pas perdu. J'avais une direction. Car le lendemain matin, j'ai décidé d'appeler Linden & Pin. Il m'a fallu 1 heure pour trouver le courage de passer l'appel. Je fixais la page d'accueil du restaurant comme si elle pouvait me répondre et me dire de ne pas le faire. Linden & Pin, site web minimaliste, une boucle de musique jazz jouant doucement en fond sonore. Il n'offrait aucun système de réservation en ligne, juste un numéro de téléphone niché en bas de l'écran et un slogan qui disait « Où la nuit s'attarde et les secrets demeurent ». Cette seule phrase me nouait l'estomac. J'ai composé le numéro juste après leur ouverture à midi. L'hôtesse a décroché. Sa voix était jeune, chaleureuse, peut-être dans la vingtaine. Amicale, innocente. Merci d'avoir appelé Linden & Pin. Comment puis-je vous aider? Je ne savais pas exactement ce que je cherchais. Une preuve, un nom, une raison de m'effondrer, mais je me suis entendu demander, avec la voix la plus contrôlée possible, bonjour. C'est probablement une question bizarre, mais j'essaie de savoir si ma femme est venue récemment. Son nom est Lena Harper. Je pense qu'elle a peut-être dîné là-bas jeudi dernier. Il y a eu une pause. J'entendais du jazz doux et des cliquetis lointains en arrière-plan. Puis la femme a dit, attendez une seconde. Laissez-moi vérifier le registre. Elle m'a mis en attente. Et pendant 45 secondes, ma vie entière a semblé suspendue à un fil au-dessus d'un précipice. Elle est revenue en ligne. Ouais, dit-elle nonchalamment. Harper, table pour 2, 19h45, jeudi soir. J'ai senti le sang quitter mon visage. Savez-vous avec qui elle était? Ai-je demandé, même si je n'en avais aucun droit, même si je connaissais déjà la réponse au fond de moi. Elle a hésité. Je veux dire, je ne suis pas censé donner d'informations sur les clients, mais... Est-ce que c'était celle avec la robe rouge? J'ai fermé les yeux. Mes genoux ont fléchi. Oui, ai-je dit. C'était elle. La femme a eu un petit rire. Oui, je me souviens d'elle. Elle avait ce rire très fort et contagieux. Elle et le gars étaient vraiment proches. Pas de manière déplacée ou quoi que ce soit, juste comme s'ils étaient sur la même longueur d'onde. Très à l'aise. Ils ont commandé le menu dégustation et 2 cocktails maison. Ils sont restés près de 3 heures. Connaissez-vous son nom? Une autre pause. Non. Il a payé en espèces, ce qui est rare, et il n'a pas beaucoup parlé, mais il lui a donné sa veste quand elle est allée aux toilettes. C'est comme ça que je me souviens d'eux. C'était plutôt mignon, en fait. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je me suis assis par terre dans mon bureau. Espèce, pas de nom, la veste. Cet homme était prudent. Ce n'était pas juste un collègue charmeur qui jouait avec les limites. Il savait comment se déplacer sans laisser de traces. Elena, ma femme, s'était glissée dans ce monde comme si c'était naturel, comme si elle y appartenait. Elle n'avait même pas sourcillé en me mentant sur cette nuit-là. Pas de bégaiement, pas de culpabilité, pas de pause gênante, juste une histoire propre, polie et me l'a tendue comme un souvenir d'un endroit où elle n'était jamais allée. Mais maintenant, j'avais un reçu. Pas littéral, il n'y en avait pas, mais émotionnel. Cette hôtesse avait confirmé la réalité que j'avais peur de dire à voix haute. Ma femme avait une seconde vie, et je n'en faisais pas partie. J'ai passé le reste de la journée à errer dans la maison comme un étranger dans ma propre vie. Chaque photo de nous me semblait être un mensonge. Chaque souvenir partagé portait désormais une ombre. J'ai pensé à notre voyage d'anniversaire à Portland. Au dîner de la Saint-Valentin qu'elle avait oublié d'organiser. Aux nuits tardives au bureau. J'ai tout rejoué avec de nouveaux yeux. Des yeux paranoïaques, mais plus paranoïaques sans raison. Cette nuit-là, je n'ai pas pu me résoudre à lui demander quoi que ce soit. Elle me regardait de l'autre côté de la table du dîner comme si rien n'avait changé. Elle a même ri à quelque chose de stupide que j'ai dit, probablement par habitude, mais son rire n'atteignait pas ses yeux. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était, ce même rire a résonné contre les murs de Linden & Pin, n'est-ce pas? Pour quelqu'un d'autre, pour lui. Après qu'elle se soit endormie,
je suis resté assis dans le noir et j'ai commencé à tout noter. La photo de l'Uber, le t-shirt, la serviette, l'historique du navigateur, le registre du restaurant. Je n'étais pas fou. J'avais besoin de le voir sur papier. J'avais besoin de construire une chronologie, car ce n'était pas une erreur d'un soir. C'était un schéma, et je n'avais aucune idée de son étendue. Il y a quelque chose à propos des chronologies. Quand on les construit correctement, en s'y engageant vraiment, minute par minute, elles cessent d'être une simple liste d'événements. Elles deviennent une carte de qui est réellement quelqu'un, sous les histoires qu'il vous raconte. C'est ce que j'ai passé les 2 jours suivants à faire. Cartographier la vie de ma femme sans qu'elle le sache. J'ai commencé avec les reçus. Elle était négligente avec ça. Des courses chez Target, des commandes à emporter, du nettoyage à sec, de petites miettes de pain laissées dans son sac à main, les poches de sa veste, le tiroir à bric-à-brac. Je les ai alignés par date sur le comptoir de la cuisine. Ensuite, j'ai vérifié les emails qu'elle laissait ouverts sur notre ordinateur de bureau partagé, invitations de calendrier, notes de remerciements de collègues, quelques reçus Uber étranges qui ne correspondaient à aucun événement dont elle m'avait parlé. De là, j'ai consulté ses réseaux sociaux, son Slack professionnel, elle l'avait un jour connecté à notre tablette par accident, et même d'anciens itinéraires GPS qui avaient été stockés sur notre compte Google partagé avant qu'elle ne passe en mode privé il y a environ 6 mois. C'est là que j'ai remarqué le voyage à Boston. Il y a 3 vendredis, elle m'avait dit qu'elle s'envolait pour Boston pour un séminaire de branding de 2 jours. Ces mots exacts, ce sont surtout des conférences ennuyeuses, mais je pourrais faire du bon réseautage. Ne m'attends pas, elle est partie tôt ce matin-là, valise à la main, et m'a même envoyé une photo du terminal une fois passé la sécurité. Sauf que le même jour, un reçu de notre station-service locale est apparu dans la poubelle de la cuisine. Horodaté à 13h17. Même jour, même ville. Je suis retourné à la chronologie Google. Des données oubliées qu'elle devait supposer que je ne savais pas comment trouver. Mes mains tremblaient en cliquant sur la carte. Son téléphone n'avait jamais quitté les limites de la ville. En fait, il n'était allé que jusqu'à un parc du côté Eastmore préservé, un endroit calme, isolé. Plus tard, il a émis un signal près de l'hôtel Elm, celui à seulement 2 pâtés de maison de Linden and Pine. Elle a passé toute la nuit dans un rayon de 15 km de notre maison. Je suis resté assis dans le noir à regarder cette carte pendant des heures. La petite ligne bleue suivant chacun de ses mouvements, c'était comme regarder une liaison en direct. Pas seulement des mensonges, pas seulement une omission, une fiction entièrement construite. Elle était allée jusqu'à poser dans un aéroport juste pour s'acheter de l'espace, et je l'avais cru. J'avais même ramené de la nourriture taillée pour moi ce week-end-là parce qu'elle ne devait pas rentrer avant dimanche après-midi. J'ai ouvert mes notes, ajouté les nouvelles données à la chronologie et surligné le voyage à Boston à l'encre rouge. Ce n'était plus seulement de la tricherie émotionnelle. C'était calculé, coordonné, une machine faite de mensonges, et je venais à peine d'en trouver les plans. Quand je l'ai confronté, en quelque sorte, plus tard dans la soirée, je n'y suis pas allé à fond. Pas encore. J'ai juste demandé, et, c'était comment Boston, déjà? Tu ne m'as jamais montré de photos. Elle a cligné des yeux une seconde, prise au dépourvu, puis a souri. Oh, c'était bien. L'hôtel était correct. Les panels étaient une corvée. J'ai rencontré une femme nommée Sari qui travaille pour une start-up de mode à New York. Rappelle-moi de te montrer son Instagram. Elle a un œil incroyable pour les textures. J'ai hoché la tête en l'écoutant. Le mensonge coulait de ses lèvres comme du miel. Et pourtant, son téléphone n'avait jamais quitté la ville. Après qu'elle soit allée se coucher, je suis sorti dans le garage. Sa valise était toujours là, dans le coffre, ouverte, intacte. À l'intérieur, pas un seul vêtement n'avait été porté. Tout était plié exactement comme elle l'avait emballé. Même la petite étiquette en plastique de sa bouteille de shampoing d'aéroport était encore scellée. C'est à ce moment-là que j'ai su avec certitude. Elle n'essayait même plus de couvrir ses traces. Elle pensait que je ne regarderais jamais. Elle pensait que je ne la remettrais jamais en question. Elle pensait qu'elle m'avait brisé au point de me rendre docile. Mais je n'étais pas brisé. J'étais juste en train de m'aiguiser. Parce que ce week-end-là, alors qu'elle dormait profondément à l'étage dans le lit que nous partagions sans hésitation, j'ai pris ma décision finale. J'allais découvrir qui il était. Nom, visage, travail, anniversaire. Je voulais tout.
Et quand je le trouverais, je n'allais pas le confronter. J'allais les battre tous les deux à leur propre jeu. Le trouver a été plus facile que prévu. Presque insultant de facilité. Après tout ce que Lena avait fait pour couvrir ses traces messages cryptés, faux voyage d'affaires, paiement en espèces, je pensais qu'elle aurait gardé son identité comme un secret d'État. Mais il s'avère que lorsqu'on pense avoir déjà gagné, on cesse d'être prudent. On devient paresseux. On oublie que quelqu'un observe toujours depuis l'ombre, collectant chaque miette de pain comme une preuve pour un procès dont on ignore la venue. Tout a commencé avec le t-shirt, celui que j'avais trouvé froissé au fond du panier à linge 2 semaines plus tôt, sentant encore faiblement une eau de Cologne que je ne reconnaissais pas. Je l'avais enfermé dans une boîte à chaussures sous mon côté du lit, mais maintenant je l'ai ressorti et je l'ai étudié sous tous les angles sous une meilleure lumière. Il y avait un minuscule monogramme brodé à l'intérieur du col, WC. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. J'ai consulté l'annuaire du personnel sur le site web de l'entreprise de Lena. J'ai fait semblant d'être un client potentiel. J'ai passé au crible des dizaines de biographies. Puis je l'ai vu. Wesley Kane, consultant senior en stratégie de marque. Grand, athlétique, dents blanches et droites, yeux bruns et doux. Un de ces visages qui rendent bien en mouvement, comme s'il appartenait à une vidéo promotionnelle de start-up sur la culture d'entreprise. Je l'ai reconnu instantanément. Pas de la fête de bureau, pas d'une mention passagère. Non, c'était pire que ça. Il avait été chez nous il y a des mois. Lena avait organisé une petite soirée créative informelle pour ses collègues, juste 6 personnes. J'ai fait griller des hamburgers. Elle a préparé des spritzers. Nous avons joué à Cards Against Humanity comme des étudiants. Et je me souvenais de Wesley plus que tout parce qu'il avait complimenté nos étagères. Il avait dit que nous avions un bon goût pour la fiction mélancolique, ce qui m'avait semblé être une chose étrangement spécifique à dire, mais il était charmant, poli, le genre de gars qui vous regarde droit dans les yeux quand vous parlez, comme s'il absorbait chaque mot. Je lui avais offert une 2e bière. Il avait couché avec ma femme. Et pas juste une fois, pas une erreur, pas un accident d'ivresse. Non, c'était un système, un schéma, une partie de sa vie si bien structurée qu'elle avait des saisons, des endroits préférés, un langage partagé. C'était le gars du « tu m'as fait oublier les règles », celui qui payait en espèces, celui dont l'eau de Cologne vivait maintenant dans notre linge. Je ne pouvais plus respirer. Pendant un long moment, je suis resté assis à mon bureau, fixant son visage souriant sur le site de l'entreprise. J'ai zoomé sur la photo jusqu'à ce que les pixels deviennent flous. J'ai ouvert son LinkedIn, son ancien blog sur Medium, j'ai même trouvé une vidéo YouTube archivée où il donnait une conférence TEDx intitulée « Le pouvoir de recadrer un récit ». L'ironie était si épaisse qu'elle a failli me faire rire. Cet homme qui couchait avec des femmes mariées à huis clos, debout sur une scène à parler d'authenticité et de connexion humaine. Ce soir-là, Lena est rentrée tard, affirmant avoir pris un verre avec Jenna de la comptabilité, qui, selon elle, commençait enfin à s'ouvrir. J'ai hoché la tête, fait l'idiot, demandé de quoi elles avaient parlé. Elle a raconté une histoire parfaite, des rires, des potins de bureau, une conversation émouvante sur l'épuisement professionnel. Elle a même imité la voix de Jenna pour faire bonne mesure. Chaque seconde de tout cela était un mensonge. Et je l'ai regardé construire ce mensonge comme un architecte posant des briques. Quand elle est allée se coucher, je suis resté éveillé à parcourir les réseaux sociaux de Wesley. La plupart étaient des absurdités soignées. Coucher de soleil, latar, selfies de conférence. Mais enfoui au plus profond de ses stories à la une sur Instagram, sous une bobine appelée « Moment », j'ai trouvé quelque chose qui m'a serré la poitrine. Un boomerang, 2 verres à cocktail qui trinquent dans une lumière rouge tamisée. Et de l'autre côté de la table, flou mais indéniable, la main de Lena. La même alliance, le même vernis à ongles qu'elle portait la semaine où elle était, à Boston. Et juste pour une seconde avant que la boucle ne se répète, je pouvais entendre son rire. Ce même rire vif et sans retenue dont se souvenait l'hôtesse de l'Inden & Pin. Elle n'avait pas seulement triché. Elle l'avait célébré. Elle avait trinqué à cela comme si c'était quelque chose de beau. J'ai fermé l'application, éteint mon téléphone et fixé le plafond dans un silence total. Mes oreilles bourdonnaient. Mon visage était chaud, mais il n'y avait pas de larmes. Plus maintenant. Juste quelque chose de plus froid, de plus tranchant, une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Lena ne pensait pas me trahir.
Elle pensait qu'elle m'avait dépassé. Et maintenant, j'avais un choix. Le laisser me briser en silence ou y mettre fin bruyamment. Le matin où je l'ai quitté, le soleil s'est levé lentement. Il y avait un calme étrange dans l'air. Vous savez, le genre de calme qui suit la tempête, quand tout semble plus propre, même si vous savez que beaucoup de choses viennent d'être détruites. C'est ce que je ressentais. Pas de la victoire. Pas de la vengeance. Juste le silence. Le genre paisible. Le genre final. Léna était sous la douche, fredonnant pour elle-même. Quelque chose de doux et d'insouciant, comme elle le faisait avant, quand les choses allaient bien. Je me suis assis à la table de la salle à manger avec le dossier que j'avais passé les 3 derniers jours à assembler. À l'intérieur, les papiers du divorce, une copie imprimée de sa réservation d'hôtel, les reçus, les données GPS, et cette photo de ses chaussures rouges que le chauffeur Uber m'avait envoyée. Couronnée d'un dernier élément. Une playlist que j'avais trouvée sur son vieil iPod, une qu'elle avait intitulée « Pour quand il entre ». Que des chansons d'amour. Aucune ne me rappelait nous. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. Je n'ai même pas pleuré. Quand elle est sortie de la salle de bain, une serviette dans les cheveux, elle s'est arrêtée à la table et a regardé le dossier. Elle a su. Je n'ai pas eu besoin de dire un mot. Son expression a changé si rapidement, passant de la surprise à la culpabilité, puis à cette angoisse calme et épuisée qu'on voit chez les gens qui savent que la partie est terminée. Je n'ai dit qu'une seule chose. Je sais tout. Je ne suis pas là pour te punir. J'en ai juste fini. Elle s'est assise en face de moi, a ouvert le dossier, l'a parcouru en silence. Quand elle a relevé les yeux, sa voix s'est brisée. Je n'ai jamais pensé que tu le découvrirais. J'ai eu un petit rire triste. Pas amer, juste fatigué. C'est ça qui fait le plus mal. Elle n'a pas supplié. Elle ne s'est pas défendue. Il n'y a pas eu de larmes de crocodile ou d'excuses désespérées. Juste une immobilité entre nous. Le genre qui signifie qu'il est déjà trop tard pour réparer quoi que ce soit. Et d'une certaine manière, j'en étais reconnaissant. Je ne voulais pas de la performance. Je ne voulais pas de théâtralité. Je voulais juste partir. Je lui ai dit que je resterais chez un ami jusqu'à ce que les choses soient officialisées, que les papiers étaient déjà signés, et que tout ce qu'elle avait à faire était de finaliser. Elle a hoché la tête lentement. Pas de combat, pas de dispute. À midi, j'étais parti. Et vous savez ce qui m'a surpris? La légèreté que j'ai ressentie. Pas heureux. Pas encore, mais libre. Comme si j'enlevais une veste trempée que je ne réalisais pas que je portais depuis des années. Le genre de liberté qui ne ressemble pas à une fuite. C'est comme se tourner enfin vers autre chose. Les jours qui ont suivi n'ont pas été parfaits. Bien sûr que non. J'ai dû expliquer les choses à des amis. Certains m'ont cru. D'autres n'ont pas voulu s'impliquer. Sa version de l'histoire était plus discrète, plus acceptable. J'en suis sûr. Mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis des années, je ne vivais pas dans la version de la réalité de quelqu'un d'autre. Je ne marchais pas sur des œufs ni ne jouais au détective dans mon propre mariage. J'ai pris mon propre appartement. Petit, simple, propre. J'ai recommencé à tenir un journal, chose que je n'avais pas faite depuis l'université. J'ai vu un thérapeute qui m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Mettre un point final n'est pas quelque chose que l'on reçoit des autres. C'est quelque chose que l'on décide de prendre soi-même. Et je l'ai pris. Les mois ont passé lentement, puis d'un seul coup. Et puis un après-midi, en faisant la queue dans un café-librairie, j'ai rencontré quelqu'un. Elle n'était ni tape à accent grave-l'œil, ni mystérieuse, ni débordante d'énergie Instagram. Elle était gentille, drôle, l'œil vif. Elle a remarqué le livre que je tenais et m'a dit que c'était son préféré. Nous avons parlé pendant 20 minutes de tout et de rien. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus comme un homme hanté par la trahison. Je me sentais comme un homme qui y avait survécu. Je ne sais pas ce qui va suivre. Je n'essaie pas de forcer quoi que ce soit. Mais ce que je sais, c'est ceci, je ne regrette pas d'être parti et je ne la déteste plus.